Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres et vous tous, mes chers collègues, avant de commencer notre quinzaine exceptionnelle de ce jour, je voudrais ensemble que nous rendions hommage à deux membres du monde des médias qui nous ont brutalement quittés ces jours derniers. Il s'agit de M. Mesmin Mbouma, journaliste sportif à Télé Congo, et de M. Loïs Mbou, technicien à Radio Congo. Et je vous invite respectueusement, Monsieur le Premier ministre et Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ainsi que toute l'assistance, à vous lever et pour que nous puissions avoir une minute de silence en leur mémoire. Merci. Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, et vous tous, mes chers collègues, chevaliers du micro et de la plume, fidèles du rendez-vous dénommé la quinzaine du gouvernement. La quinzaine du gouvernement a l'insigne honneur de recevoir ce jour son Excellence M. Anatole Koline-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. Aussi, nous allons le saluer avec toute l'énergie et la chaleur de nos applaudissements. Notre quinzaine de ce jour est exceptionnelle à plusieurs titres. Elle est exceptionnelle d'abord et avant tout parce qu'elle accueille celui qui anime, impulse et oriente l'action du gouvernement. Une équipe qui, selon la tradition et les usages politiques, porte symboliquement son nom. C'est donc l'occasion solennelle pour celles et ceux des professionnels du monde des médias massivement représentés ici, d'interroger le Premier ministre chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, qui, plus et mieux que le Premier ministre, peut nous éclairer sur le sens de l'action menée ainsi que sur ses perspectives au regard des objectifs dessinés par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans son projet de société devenu, en quelque sorte, la véritable charte de l'action gouvernementale. Quinzaine exceptionnelle encore, parce qu'elle est celle qui va clore une année 2025 riche en événements et en décisions fortes. Mesdames et messieurs les journalistes, nous vous invitons, avec notre illustre invité, à en revisiter les grands moments. Quinzaine exceptionnelle enfin, parce que chaque fin d'année est l'occasion de faire un bilan exhaustif des avancées comme des obstacles surmontés. Elle est également l'occasion de tracer les grandes résolutions pour l'avenir immédiat qui frappent à nos portes, à savoir l'année 2026. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous allez, je n'en doute pas, sacrifier au principe de notre quinzaine, devenu le véritable outil de la communication institutionnelle de vos ministres, en parcourant, au fil des questions des journalistes, les dernières actualités de la vie de notre nation. Vous me permettrez néanmoins de rappeler aux hommes et femmes de presse ici présents que l'actualité demeure le message sur l'état de la nation délivré par son Excellence Monsieur le Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès le 28 novembre 2025, dernier exercice du genre pour l'actuel quinquennat. L'actualité de cette fin d'année est également marquée par la parution de 7 ouvrages distribués à chacune et à chacun d'entre nous ici et intitulés, je cite, « En toute transparence, 2021-2026, le bilan du quinquennat », fin de citation. La particularité première de cet ouvrage est qu'il rassemble la somme et fait le bilan des actions menées durant le quinquennat présidentiel qui arrive à son terme dans quelques mois. La seconde particularité de cet ouvrage est d'avoir été préfacé par le responsable suprême des destinées de notre beau pays, à savoir le président Denis Sassou Nguesso.
Le président de la République avait promis de rendre des comptes au peuple. Cet ouvrage le fait donc ici, avec la hauteur et l'objectivité qui caractérisent les grands hommes d'État. Vous me permettrez une citation religieuse, malgré le caractère laïque de notre État, Monsieur le Premier ministre. « Voyez et touchez », dit l'Évangile de Luc dans le livre saint des chrétiens. Le chef de l'État nous invite donc en quelque sorte à faire les saints Thomas. Avec cet ouvrage, nous sommes donc appelés à voir et à toucher l'œuvre accomplie 5 ans durant. Mesdames et messieurs les journalistes, voilà les grands axes que je vous invite à explorer ce jour en mettant à profit la présence exceptionnelle de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui permettre, grâce à vos questions pertinentes, j'en suis sûr, d'éclairer les Congolaises et les Congolais qui vont nous suivre. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous invite à présent respectueusement à bien vouloir prendre la parole pour votre mot liminaire. Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général de la Présidence de la République, Messieurs les hauts-commissaires, Monsieur le président de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, Monsieur le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, Messieurs les membres des cabinets du président de la République et du Premier ministre chef du gouvernement, et maintenant à tout seigneur, tout honneur, Messieurs les journalistes, chevaliers de la plume et du micro, influenceurs et snipers du net, lanceurs d'alerte, bonjour. L'honneur me choisit de me tenir devant vous pour accomplir une mission que le président de la République a confiée à son gouvernement. Il s'agit de vous faire découvrir le livre bilan qui venait d'être présenté par le monsieur le ministre de la Communication du quinquennat, intitulé « En toute transparence, 2021-2026, le bilan du quinquennat ». Livre illustré de 152 pages, réalisé par Focus Média. Je vous remercie très sincèrement d'être présent à ce moment solennel. Je remercie tout particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui m'a fait l'honneur de me confier la présentation de cet ouvrage en son nom. Je peux dire, et vous conviendrez avec moi, que la rencontre d'aujourd'hui se doit d'être inscrite en lettres d'or dans l'histoire de la presse congolaise. Elle est un témoignage de la reconnaissance que les pouvoirs publics, et particulièrement le président de la République, vouent à la presse en général et à la presse nationale en particulier. Souvenons-nous que ce qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui avait été annoncé en septembre 2024 par voie de presse, lorsque, répondant à la question d'un journaliste, le président de la République avait déclaré, je cite, « Je rendrai compte au peuple le moment venu ». Fin de citation. Fidèle à cet engagement, et chose inédite, c'est par un livre bilan que le président de la République a résolu d'accomplir ce devoir de redevabilité, rendre compte au peuple, rendre compte aux Congolais. Et à qui s'adresse-t-il en priorité pour exposer ce bilan? Aux compagnons du peuple que vous êtes. Et bientôt, aux représentants du peuple réunis au sein du Parlement que nous rencontrerons lundi. En commençant cet exercice par vous, après l'information donnée hier à l'exécutif du parti mandataire, le président de la République reconnaît que la presse est la principale compagne du peuple, parce que la presse partage avec le peuple la vie, le quotidien et les émotions. La presse participe avec le peuple à la vitalité de la démocratie, donc à l'exercice de son pouvoir, le pouvoir du peuple par le peuple. En outre, en décidant que cette rencontre avec les principaux compagnons du peuple se tienne au cours de la quinzaine du gouvernement, plutôt qu'au cours d'une conférence traditionnelle de presse, le président de la République rend hommage
à la quinzaine du gouvernement. Plateforme créée par la presse et pour la presse sous l'autorité du ministre de la Communication. Le président de la République reconnaît donc à la quinzaine du gouvernement la noble mission de procurer au peuple la bonne information, à un moment où, sur le marché de l'information, des marchands véreux exposent à l'étalage 3 types de produits: l'info, l'infox et l'intox, au point qu'il devient de plus en plus difficile pour le citoyen consommateur de l'information de choisir le bon produit. Soyez donc fiers, Monsieur le ministre, d'avoir réussi avec vos partenaires et collaborateurs de la presse à offrir aux Congolais un espace où ils peuvent se procurer le bon produit, la bonne information. Et soyez fiers que le président de la République s'en soit rendu compte. Je forme le vœu que cette dynamique de dialogue public et de qualité de l'information se poursuive et se renforce. Mesdames et messieurs de la presse, compagnons du peuple, voici venue l'heure de vérité et de la responsabilité. C'est donc avec un triple sentiment de devoir, de responsabilité et de légitime fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour présenter ce document d'importance capitale pour notre démocratie et pour notre avenir collectif, mais aussi pour ce qui pourra être demain la pratique institutionnelle. Ce livre n'est ni un simple rapport administratif, même s'il est rédigé dans un style sobre, fidèle à l'humilité de l'homme d'État qu'est Denis Sassou Nguesso, qui ne s'étale pas trop sur ses réalisations, mais laisse les faits parler d'eux-mêmes. Il n'est ni un document de communication, ni un magazine, même si sa présentation soignée, voulue par l'auteur, lui donne cette élégance accessible au plus grand nombre. Ce livre est avant tout l'exécution d'un engagement solennel. Nous venons de le dire, je rendrai compte à mon peuple le moment venu. Ce moment est arrivé. Ce livre est donc un acte de redevabilité. Il est l'expression claire de la soumission volontaire d'un dirigeant à son peuple, un peuple à qui il doit rendre compte de la gestion et de la charge publique qui lui a été confiée. Ce livre est le témoignage d'un engagement tenu. Il est l'attestation d'une vision formulée en 2021 et présentée à un peuple qui y a cru, alors même que l'espoir vacillait face aux épreuves traversées à ce moment-là. Ce livre est surtout la traduction d'une méthode, une méthode rigoureuse et assumée que le chef de l'État a utilisée pour matérialiser cette vision. Enfin, ce livre est la preuve vivante qu'un pays peut affronter les tempêtes, se relever, se transformer et avancer avec détermination. Car, souvenons-nous encore que lorsque ce quinquennat a commencé, notre pays faisait face à des défis majeurs. La chute brutale du prix du pétrole qui fragilisait notre économie. La crise sanitaire mondiale qui bouleversait nos vies et nos certitudes. Une dette lourde, pesant dangereusement sur nos finances publiques. Il fallait alors une vision, mais surtout du courage politique. Une vision, oui. Cette vision, le président de la République l'a proposée à son peuple à travers un projet de société clair et mobilisateur. Ensemble, poursuivons la marche. Le courage politique, oui. Le président de la République en a fait montre en acceptant de solliciter de nouveau les suffrages populaires. Là où, devant l'épreuve, au milieu de la tempête, certains dirigeants auraient pu abdiquer, le président de la République, n'ayant pas voulu laisser son peuple au milieu du gué, a résolu de partager avec ses compatriotes les marches éprouvantes et la sueur de la marche vers le développement. Car, comme il a souvent dit, détermination et volonté sont nécessaires pour poursuivre la marche, aussi longue soit-elle. D'où le projet de société « Ensemble poursuivons la marche ». Quelle inspiration! Un projet articulé autour de 4 impératifs fondamentaux. Faire preuve de résilience, restaurer la confiance,
rétablir les équilibres macroéconomiques, relancer durablement la croissance. Pour y parvenir, nous l'avons dit, une méthode rigoureuse, déclinée en 4 grandes étapes, a été mise en œuvre. Première étape, résoudre les préalables à la croissance. Il fallait pour cela stabiliser l'économie, restaurer la discipline budgétaire, renforcer la gouvernance, garantir la paix et consolider les infrastructures. Deuxième étape, agir sur les piliers de la croissance. Il fallait pour cela investir dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les infrastructures, dans le numérique, dans l'immobilier, en privilégiant les investissements directs étrangers et les partenariats publics-privés dans un contexte où les ressources publiques étaient limitées. Troisième étape, partager les fruits de la croissance. Il devait donc s'agir d'orienter les ressources disponibles vers les services sociaux essentiels, la santé, l'éducation, la protection sociale, l'encadrement de la jeunesse et le fonctionnement de l'État. Quatrième étape, enfin, activer les leviers nécessaires pour une croissance durable. Et cela devrait se faire par une diplomatie plus active, un leadership environnemental affirmé, une autonomisation, une protection des femmes et la dynamisation de la culture, notamment la culture mémorielle. C'est donc selon cette logique claire et cohérente que ce livre est structuré. Vous l'avez dans toutes ses composantes, les 4 piliers. Cette méthode a guidé chaque réforme. Cette méthode a guidé chaque décision. Cette méthode a guidé chaque action. Elle a produit des résultats concrets, mesurables et vérifiables. Aujourd'hui, que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, que l'on soit de la presse accommodante ou de la presse sévère, ou même satirique, une certaine unanimité se dégage sur des faits constants qui sont indiscutables. Lesquels? La dette publique a reculé, en particulier la dette extérieure, notamment celle qui suscitait le plus d'inquiétude, c'est-à-dire la dette toxique, celle des traders, que l'on craignait de voir raviver la triste histoire des fonds vautours. La croissance est revenue, portée par une économie progressivement diversifiée. La confiance internationale a été restaurée. L'accord avec le FMI a été conduit à son terme, avec succès, avec l'ensemble des réformes que cela imposait. La gouvernance publique s'est renforcée avec une lutte déterminée contre la corruption, au point que nous avons pu gagner 14 points en 3 ans, selon le rapport de Transparency International. La justice a été professionnalisée, rendue plus accessible, plus rigoureuse, mais plus disciplinée. À ces acquis indiscutables s'ajoutent des défis relevés et des avancées notoires, notamment dans le domaine des infrastructures, grâce à un nouveau modèle de développement associant l'État et le secteur privé. Ainsi, le port de Pointe-Noire poursuit sa modernisation. Le port fluvial de Brazzaville entame sa réhabilitation. Le réseau ferroviaire s'engage dans sa rénovation. Les routes nationales sont entretenues. Les voiries urbaines se construisent et se rénovent. L'accès à l'électricité a progressé de 10 points. Le secteur des hydrocarbures se modernise et le gaz congolais est désormais valorisé, exporté et transformé. L'économie se diversifie par une agriculture modernisée et mécanisée, une industrie en progression, des zones économiques spéciales qui commencent à produire des résultats, un secteur numérique en plein essor grâce à la fibre optique et à la 5G, un tourisme renaissant, vitrine de notre patrimoine naturel. Le progrès social, placé au cœur du quinquennat, s'est nourri de ces avancées, avec la construction d'hôpitaux modernes, avec des plateaux techniques performants, la construction des écoles, des collèges et lycées, la refonte des programmes scolaires, de l'enseignement général comme à l'enseignement technique, le lancement de l'assurance maladie universelle, les recrutements de la fonction publique, l'accompagnement de la jeunesse et des femmes, le lancement du mémorial de l'esclavage, l'extension de la couverture énergétique en zone rurale. Sur le plan international, le Congo, sous le leadership du président de la République, s'est affirmé comme une voix respectée, notamment sur les questions environnementales, jusqu'à faire adopter la décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement.
Notre pays a également organisé, tour à tour et avec succès, le sommet des 3 bassins forestiers, la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Dans le domaine de la coopération, notre pays a intensifié la coopération économique en multipliant et en activant les commissions mixtes, en veilleuse depuis plusieurs années. Le point d'orgue de cette coopération est l'élection du Congo à la coprésidence du FOCAC. En conclusion, que retenir de ce livre? 5 choses simples, mais fondamentales. La première, c'est que le Congo avance. Il avance avec méthode. Il avance avec courage. Il avance avec ambition. Lentement, sans doute, mais sûrement. La deuxième est que ce livre ne marque pas une fin. Il marque le début d'une nouvelle étape, tournée vers 2063, pour inscrire pleinement le Congo dans l'agenda africain et mondial. La troisième, ce livre ne présente pas seulement un bilan, il présente une trajectoire, une dynamique, une ambition, un avenir. La quatrième, ce livre parle à l'ensemble du peuple et aux amis du Congo, avec un message particulier à chacune des composantes. Il dit par exemple aux responsables politiques, voici poser les fondations solides pour la poursuite de notre marche vers le développement. Il dit à la jeunesse, voici les opportunités qui vous attendent et la place qui vous revient pour poursuivre le développement. Le Congo compte sur vous. Il dit aux partenaires diplomatiques et aux investisseurs, voici la preuve d'un pays fiable, stable, engagé et plein d'opportunités. Il dit aux femmes, votre voix est écoutée, vos droits sont respectés, votre dignité est préservée et votre cause est entendue. Vous comptez pour le Congo. Enfin, ce livre parle au peuple congolais. Il dit une chose simple et forte. Le Congo avance. Et ce mouvement est irréversible parce qu'il est porté par vous, parce qu'il est porté par une nation entière. Avançons donc ensemble avec Denis Sassou Nguesso dans un pacte pour le futur de notre cher et beau pays. C'est sur ces mots que je me prête à vos questions. Mes très chers amis de la presse, compagnons du peuple, je vous remercie. Je suis Gustavo, je pose la question pour le compte du média Écho du Vrai. Monsieur le Premier ministre, lors de votre arrivée en 2021, vous avez pris un certain nombre de mesures allant dans le sens de réparer l'appareil de l'État, au nombre desquelles la restauration de l'activité de cette mesure 5 années après. Je n'avais pas parlé de réparer l'appareil de l'État, on avait parlé de restaurer l'autorité de l'État. Et l'expression n'est même pas de moi, vous le trouverez dans le projet de société de Monsieur le Président de la République. L'autorité de l'État ne se négociera pas. Il doit être restauré, il doit s'affirmer. Et l'autorité de l'État s'affirme par 2 choses, la confiance et la sanction. Il faut que le citoyen ait confiance en l'État. Il nous a fallu mener une importante réforme pour rétablir cette confiance en l'État. Oui, au travers de tout ce qui a été entrepris au niveau du ministère en charge de la fonction publique, au niveau du ministère en charge du contrôle de l'État et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique. Vous avez des textes qui parlent même d'une charte du service public, qui garantissent la sécurité dans la gestion des services de l'État, qui garantissent l'égalité du service public. Vous avez une charte avec pratiquement 8 recommandations, la charte d'accueil, qui doit amener le citoyen à se sentir sécurisé lorsqu'il est en face d'un agent de l'État qui le reçoive. Vous voyez, il fallait donc poursuivre le rétablissement de cette confiance de l'État. On est passé par le recensement biométrique des agents de l'État. On est passé par l'accélération des procédures de régularisation des situations administratives, de sorte que maintenant, plus rapidement qu'hier, les avancements, les commissions paritaires, les reclassements se font beaucoup plus facilement
qu'il ne se faisait hier. Il fallait donc rétablir la confiance. Il fallait créer des conditions pour réduire le taux de corruption dans les services publics. Je dis réduire. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on a parfaitement résolu et que la corruption ou certains comportements d'antivaleurs sont totalement réduits à néant. Non, le travail se poursuit. Mais au moins, il y a un regain de la confiance entre le citoyen et l'administration. Peut-être que tout le monde ne peut pas s'en rendre compte, mais le fonctionnaire qui sait qu'il a pu passer parfois plusieurs années sans être classé, sans bénéficier de l'avancement, sans que son dossier administratif ne soit examiné avec célérité, et qui a dû constater que ces derniers temps, des milliers de décrets ont été signés pour favoriser les avancements, assurer le reclassement des agents de l'État. Il peut vous dire oui, la confiance renaît. La sanction, la rigueur, un certain nombre de mesures. On a adopté le statut général de la fonction publique, le nouveau statut. Et vous voyez quels sont les avantages qui ont été concédés aux citoyens. Et les décrets d'application qui se prennent régulièrement. Je peux vous dire que nous avions un statut général de la fonction publique en 1989. Mais il n'y avait presque pas de texte d'application. Et on continue à travailler avec les textes d'application des années 60. Aujourd'hui, le statut général de la fonction publique est accompagné d'un certain nombre de textes d'application qui garantissent le fonctionnement régulier de l'État. C'est cela. Et les mécanismes de rigueur et de sanction sont prévus. Vous parlez effectivement de la sanction. Vous avez vu l'exemple donné par le président de la République au Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez vu l'exemple donné par le ministère de l'enseignement technique et professionnel lorsqu'il s'est agi de sanctionner un certain nombre de fonctionnaires véreux qui s'étaient illustrés par des comportements peu corrects, peu orthodoxes. C'est cela, la restauration de l'autorité de l'État. Et nous y travaillons. Adair Monzeo, journal Au Salé. Monsieur le Premier ministre, juste une petite question, mais pas salée. Ce bilan est pourtant si élogieux, n'a pas d'impact sur les populations. En tout cas, les populations ne reconnaissent pas ce bilan que nous croyons élogieux aussi. Comment? Dans le panier de la ménagère, il n'y avait pas d'impact pour les populations dans ce bilan si élogieux. Comment? Dans le panier de la ménagère, avec l'inflation des prix sur les marchés, dans l'eau et l'électricité, casse-tête congolais, dans le sport, source de cohésion et de rassemblement des peuples, Monsieur le Premier ministre, est-ce que cela peut se justifier? Tout est fonction de perception. Et il n'y a jamais eu l'unanimité de la perception. Il y a une formule qui dit « chacun voit midi à sa porte ». Même dans la même maison, nous n'avons pas la même interprétation des faits. Puisque vous me parlez de l'inflation, par exemple, et vous faites une corrélation avec la vie chère, je me pose toujours la question, lorsque nous disons ces choses, savons-nous de quoi nous parlons? Vous voyez, l'inflation, et je le dis en présence du ministre d'État, ministre du Commerce, tourne autour de 3,4 ou 3,5%, alors que la norme, c'est 3%. Alors, à quel moment nous l'avons? Je nous rappelle qu'en 2020, en période Covid, avec la situation que nous avons traversée, nous avions l'inflation qui dépassait 5 à 6%. Si nous sommes parvenus à la réduire, y compris en pleine période de guerre en Ukraine, avec les mesures prises par le gouvernement pour contenir l'inflation et ne pas permettre qu'elle aille au-delà de 7%, ce qui revient à dire que des efforts importants ont été fournis par le Congo. Comparez ce taux d'inflation avec les autres pays de la sous-région, avec le Cameroun, avec la Centrafrique, avec le Tchad, vous verrez que nous, la nôtre est mieux maîtrisée. Il vous souviendra que nous avons pris des mesures pour exonérer, par exemple, toutes les taxes fiscales et douanières pour un certain nombre de produits, pour garantir l'accès à tous les citoyens au pain, par exemple, parce que le coût de la farine était très galopant
Il nous a fallu prendre un certain nombre de mesures, financer y compris les minotiers, y compris les boulangers, pour maintenir le prix du pain au niveau qui puisse permettre à chaque citoyen d'avoir accès et de ne pas subir la surenchère. Il y a des choses dont nous parlons simplement comme ça. Mais je peux vous dire que si vous voyez les indicateurs macroéconomiques, nous ne pouvons pas parler d'une inflation galopante en République du Congo. Nous parlons d'une inflation maîtrisée. Oui, cela se sent difficilement. Bien sûr que s'agissant de l'électricité, et les citoyens ont raison, surtout lorsque nous voyons l'électricité sur le prix de Brazzaville, avec les délestages permanents, avec la défection du réseau électrique, on peut avoir raison pour dire que rien ne marche. Parce que là où l'énergie ne marche pas, bien entendu, on peut conclure que le reste ne marche pas. Mais quand vous dites ça, est-ce que vous avez pensé aux citoyens d'Ongolokila qui n'avaient jamais eu d'électricité? Il sait que l'électricité est arrivée jusque-là. Est-ce que vous pouvez dire la même chose aux citoyens d'Evo qui n'espéraient même pas avoir l'électricité chez lui et voir le gouvernement avoir entrepris autant d'efforts pour amener l'électricité jusque là-bas? Est-ce que vous pouvez parler ainsi aux citoyens de Luango, de Madingokai, bientôt de Luingui, de Boko? Vous voyez? Donc, c'est une question de perception. Il y a un travail qui se fait en termes de production d'électricité, en termes de transport d'électricité pour que ça arrive dans les localités où les citoyens n'espéraient pas l'avoir. Et vous remarquerez que toutes les fois qu'on a amené l'électricité à l'intérieur du pays, cette électricité est relativement stable. Plus stable, bien entendu, qu'à Brazzaville, où la pression est forte, avec la forte démographie. Et bien entendu, la vétusté des lignes de transport, de distribution. Mais aussi, disons-nous le dire, les branchements pirates. Vous voyez, c'est une question de perception, mais les efforts sont en train d'être fournis pour que ce service s'améliore. Nous avons 20% d'électricité qui disparaissent entre Pointe-Noire et Brazzaville, du fait de la vétusté de la ligne, du fait de la défaillance des pylônes, du fait des centrales de transformation, des postes de transformation qui sont vétustes. Et vous avez vu que dans le cadre du programme d'amélioration du secteur d'électricité PACEL avec la Banque mondiale, vous voyez le ministre en charge de l'énergie et de l'hydraulique, il n'y a pas longtemps, il était sur le terrain pour voir quel est le niveau d'exécution des travaux de réhabilitation de cette ligne, le niveau de réhabilitation des postes comme à Loudima, à Mindouli, et bien entendu, la société EKRC qui a fait venir les compensateurs et tous les équipements qu'il faut pour réhabiliter tout ce secteur de transport d'électricité, on peut supposer qu'on est sur la bonne voie. Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas journaliste économique et financier. Alphonse Dongo, notre collègue, est à des milliers de kilomètres d'ici. Et il m'a fait passer quelques questions sur le volet économique. Alors, il relève des chiffres contradictoires concernant le PIB. Donc, les livres en toute transparence de 3%. Et le ministre des Finances récemment, dans sa communication, avait ressorti que ce PIB s'élevait à 3,6%. Quel est le bon chiffre à retenir? Il demande aussi, le bilan est là, mais à l'entame du quinquennat, il y avait un chiffre, un taux de chômage. Qu'en est-il aujourd'hui, maintenant que vous avez établi le bilan? Je ne suis pas convaincu que vous ayez traduit avec exactitude, si tant est que c'est le cas, la question d'Alphonse Ndongo s'agissant des tendances données par le ministre des Finances et des tendances qui sont dans le livre. Parce que je peux vous dire, et je connais très bien le ministre des Finances, c'est un monsieur très rigoureux et très prudent. Et avec lui, on a souvent des débats. Ça veut dire que le chiffre que devrait annoncer le ministre des Finances devrait être inférieur à celui que nous pouvons constater dans le livre. Parce que pour le ministre des Finances, la croissance en ce moment tourne peut-être autour, la projection 2025, c'est autour de 2,7 et 2,8%, pendant que nous étions déjà dans une tendance de 3,4%. Et cela s'explique simplement par le fait que ce qu'il faut retenir, c'est la tendance. L'exactitude peut poser problème parce que c'est selon les organes d'appréciation. Je peux vous prendre un exemple. Les chiffres qui peuvent être donnés par la Direction générale de l'économie peuvent être relativement différents des chiffres qui peuvent être donnés par le Comité national économique et financier. Voilà, il y a un comité national qui se retrouve régulièrement et qui dit, en ce moment, nous avons ça.
Ces chiffres peuvent aussi être différents de ceux qui sont produits par la Banque centrale, qui est un peu parfois plus optimiste et qui fait des projections pour dire si nous sommes arrivés à 2% en juin, tel que l'économie se comporte, il est possible que nous atteignions 3% en décembre. On peut arriver en décembre que ce n'est pas 3%, c'est 2,8%. Quelqu'un va prendre les données de la Banque centrale, va dire, mais oui, pourtant la Banque centrale a dit 3%, pourquoi le gouvernement dit 2,8%? Ce qu'il faut retenir, c'est la constance. Est-ce qu'il y a des variations? On monte, on descend, ou si depuis 2021, la croissance de l'économie congolaise est stable, avec une progression en continu, quel que soit le taux. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, je me permets de vous dire encore que s'agissant, par exemple, des chiffres qui sont annoncés ici, ils ne sont pas différents de ce que peut annoncer le ministre des Finances, qui se dit qu'on est à 2,8%. Et nous, dans les éléments que les institutions ont mis à la disposition du président de la République, peuvent vraiment penser que nous devons être à 3%. C'est un livre. Il est écrit certainement depuis juin, juillet, août. Il a une projection. Pour qu'il soit rendu disponible aujourd'hui, c'est qu'il a été écrit un peu plus tôt. Donc, vous pouvez croire qu'il y a des différences. Non, il n'y a pas de différence. Ce sont les tendances, ce sont les chiffres, et vous aurez ce problème partout. La seule chose à retenir, c'est que la croissance congolaise est devenue positive, contrairement à ce qu'elle était en 2021, où elle était à près de moins 6% en 2020. En 2021, elle était à 0,6%. En 2022, elle était à 1,7%. Et aujourd'hui, si elle est à 2,8%, entre 2,8% et 3%, ça veut dire que la tendance est bonne. Le taux de chômage, je peux vous dire que nous avons retrouvé pratiquement le taux de chômage que nous avions dans les années 90-91 et peut-être en 2010 aussi. Parce que si nous sommes autour de 41% du taux de chômage global, alors qu'en 2015-2016, nous avoisinions pratiquement les 50%, nous tutoyons les 50% du taux de chômage global, autour de, pour être plus précis, autour de 47,1%. Que nous soyons revenus à 40%, 40-41%, ce qui revient à dire que la tendance est à la baisse. Et ça, on ne le voit pas. Quant au taux de chômage des jeunes, là aussi, nous avons retrouvé pratiquement le taux de chômage avant les périodes de crise. Le taux de chômage des jeunes, actuellement, vous l'avez autour de 19,7%, à peine 20%, alors qu'il fut un temps, il était déjà à 22%. Donc, nous pensons que de ce point de vue, vous pouvez rassurer Alphonse Ndongo, qui est un féru des données économiques, il peut les vérifier. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Nous lisons ici, en toute transparence, 2021-2026, le bilan du quinquennat, préface de Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Premier ministre, la toute première question est celle de savoir qui a écrit ces livres. Parce que Denis Sassou Nguesso n'a fait que le préfacer. Mais quand nous lisons à la page de garde là-bas, on voit qu'il a été imprimé en Italie et à Turin précisément, mais on ne sait pas qui l'a écrit. Qui assume en termes d'écriture cet ouvrage? C'est bien le préfacier qui l'assume puisqu'il le dit, mais c'est son livre. Qu'il a été réalisé par un éditeur, un imprimeur qui s'appelle Focus Media, qui est hors du Congo. Cela n'empêche pas que l'auteur, c'est bien celui qui l'assume et qui le préface. Voilà. En fait, le ministre porte-parole du gouvernement a dit ici que le grand œuvre de Denis Sassou Nguesso n'est pas terminé. Résumons vos propos. Est-ce que vous croyez qu'avec les faiblesses constatées également, les échecs et à tort ou à raison qui sont dits, y compris dans ces bilans, alors êtes-vous sûr qu'à cette allure, les Congolais, si vous le présentez, puisque le travail ne serait pas terminé, si vous le présentez, les Congolais lui accorderaient encore leur confiance? Ils s'exprimeront tous le moment venu. Lui-même, le président Denis Sassou Nguesso, si tant est qu'il ne peut pas laisser son peuple et qu'il continue avec lui la marche, j'ai dit, et c'est lui qui le dit, la détermination doit toujours nous guider, quelles que soient les épreuves de la marche. Et s'il doit continuer la marche, bien entendu, avec son peuple donnera la réponse qu'il faut. Il ne me revient pas de le faire. Vous le dites, devrait-il prendre une telle position au regard du bilan? Le bilan est là, il vous est présenté en toute transparence. Et je n'ai pas encore vu que quelque part, vous m'avez dit que la chose qui a été dite par le président de la République dans son livre est fausse.
Donc, si jusque-là, on n'arrive pas à trouver ce qui est faux dans ce qu'il a dit, ça veut dire que ce bilan va être accepté par le peuple et le peuple agira en conséquence. Je prends la parole au nom de la Brève Online. Je suis Gigi Pombou. Monsieur Anatole Kolini-Makosso, vous êtes juriste de formation. La traque des bébés noirs est en train de ramener peu à peu la quiétude au sein de la société. Mais pourquoi casser les maisons? Des parents qui ont tant souffert pour construire leur maison à la sueur de leur front, alors que certains parents sont locataires. Et des maisons cassées, ce sont les propriétaires qui payent le prix. Ma deuxième petite préoccupation, Monsieur Anatole Kolini-Makosso, les retraités de la CREF totalisent 50 mois de pension impayée. C'est un record et nombreux sont en train de mourir sans percevoir leur pension. Cela est un droit, Monsieur Anatole Kolini-Makosso. Demain, Monsieur Anatole Kolini-Makosso, vous serez aussi retraité, comme ceux d'ailleurs. Accepteriez-vous de subir cette injustice? Je voudrais déjà, m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes victimes des actes issus du grand banditisme qui se cachent derrière des termes de bébés noirs et de Koulouna. Parce que oui, ce grand banditisme a semé mort et terreur dans le pays et a mis tout un peuple en émoi. Nous devons penser à toutes ces personnes victimes, penser à toutes ces familles qui ont vu leurs enfants abattus par ces criminels, par ces jeunes en conflit avec la loi. Il nous a été rapporté que des femmes enceintes ont été éventrées par ces jeunes en conflit avec la loi. Ce qui a guidé la population, ce qui a guidé les autorités, c'est d'abord résoudre cette question et ramener la sérénité et la sécurité dans le pays. C'est aussi corriger la dérive que cela devait entraîner, c'est-à-dire la vengeance privée. Parce qu'on a assisté, la population vivait l'action méthodique du gouvernement comme étant un abandon, comme étant une incapacité à répondre à leur misère, à leur douleur. Et ils commençaient à se faire justice eux-mêmes avec des concepts comme barbecue, une vengeance privée qui abattait à bout portant. Il était temps que l'État intervienne. D'abord, qu'il garantisse la sécurité des citoyens. Ensuite, qu'il dise aux citoyens que l'État seul a le monopole de la force légitime, la violence physique légitime. Et l'État est intervenu en renforçant les services de sécurité. Oui, il peut y avoir qu'il y ait des choses qui dépassent notre entendement. Le moment venu, nous évaluerons. Ce qui compte pour nous pour le moment, c'est de constater qu'il y a une certaine sérénité. Et nous le lisons. On peut voir que, comme l'avait dit le président dans son message sur l'état de la nation, les mamans du secteur informel peuvent partir de leur maison à 5 heures du matin, comme ils le faisaient d'habitude, pour aller vendre leurs légumes et ne pas craindre une embuscade quelque part. On peut constater que des jeunes peuvent se promener de jour comme de nuit, sans craindre que quelqu'un les attende quelque part dans un buisson et leur ôter la vie. Soyez rassurés, Madame la journaliste, que le moment venu, l'État, en toute responsabilité, évaluera l'action qu'il a entreprise, en toute responsabilité, je le dis encore, et saura, s'il y a des réparations à faire, saura faire les réparations civiles nécessaires, mais ce qui compte, c'est que la sécurité revienne. Et c'est ce travail que nous saluons pour le moment. Nous rendons hommage à nos forces de sécurité qui sont sur le terrain, qui s'exposent aussi à ces jeunes déviants. Nous leur témoignons tout notre soutien et en faisant en sorte effectivement que les choses se passent dans les bonnes conditions. Madame, vous avez parlé des retraités. Après la période difficile que nous avons traversée depuis 2014, ce qu'on oublie de dire,
c'est que jusqu'à 2014-2015, nous n'avions pas de problème avec les retraités. Les uns et les autres avaient leur pension. En dehors de ceux qui avaient quelques retards après leur admission à la retraite. Le retard dans le traitement des dossiers, ce dont nous étions en train de parler d'ailleurs tout à l'heure, ça vaut tant pour les agents en fonction de la fonction publique, au niveau de la fonction publique, les agents de l'État en fonction, que ceux ayant fait valoir leur droit à la retraite. C'est à partir de 2015 que nous avons commencé à avoir des problèmes. Et lorsque le quinquennat commence en 2021, la situation est toujours difficile. La dette, tant intérieure qu'extérieure. Et nous avons négocié avec les retraités, ce qu'on ne vous dit pas. On met un train sur la dette jusqu'à 2021, le temps que l'État retrouve la bonne fortune, et on a déjà eu des exemples comme ça par le passé. La créance qu'on a sur l'État est toujours payée. La dette de l'État se paye toujours. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est le même, qui après l'épreuve de 92-97, et après les retards que nous avons accumulés après 97, s'était engagé à partir des années 2000 à payer tous les arriérés. Et ça s'est fait jusqu'à ce qu'on les a tous épongés. Et là, il ne s'agissait pas que des retraités. Il s'agissait des arriérés des salaires de tous les agents de l'État. Vous pouvez imaginer combien ça devrait faire. Le gouvernement les avait payés. Donc, en 2021, c'est l'entente que nous avons trouvée avec les retraités. Dès que le Congo retrouvera meilleure fortune, on reviendra sur les arriérés. Donnez-nous simplement la possibilité de payer l'encours pour que, au lieu de rester avec des mois, 3 mois, 6 mois, sans un seul mois de pension, que nous ayons la possibilité de vous payer régulièrement la pension. Et cet accord avait été obtenu en 2021. Il restait en 2021, je crois, à peine 2 mois. Et à partir de 2022, tous les mois ont été payés de pension. 2023, toutes les pensions ont été payées. 2024, on a commencé à avoir des problèmes à partir d'avril. Et tout ça, ça a été expliqué aux retraités, comme à certains agents de l'État, s'agissant des structures à budget de transfert. Oui, à partir de ce moment, dans le cadre de la gestion de la dette, nous nous sommes retrouvés dans une situation où les tombées d'échéance étaient énormes. Il nous fallait privilégier le règlement de ces tombées d'échéance pour que le pays ne soit pas en défaut. C'est donc à partir d'avril 2024 que nous avons commencé à avoir des problèmes. Et à ce jour, selon les engagements que nous avons pris avec les retraités en 2021, il s'est donc ajouté 3 mois de retard de salaire et de pension, octobre, novembre, décembre. Je voudrais dire ça, non pas que l'État se désengage de la dette totale ou des arriérés antérieurs, non. Mais c'est pour qu'on voit quelle est la méthode que nous avons utilisée pour arriver à obtenir la cohésion sociale que nous avons. Et lorsque nous nous étions ainsi engagés avec les retraités, il n'y avait aucune contradiction. Lorsqu'on a dit, suspendons d'abord les revendications des mois antérieurs. Concentrons-nous sur l'encours. C'est pour cette raison que je voudrais continuer à écouter les retraités pour le moment, puisque la situation est toujours difficile, revendiquer la régularité des mois en cours. Et ça, je m'incline. Toutes les fois que nous aurons un retard, nous négocions avec les retraités pour qu'ils comprennent parfois les quelques glissements qu'il y a. Aujourd'hui, octobre, novembre, décembre, mais nous nous battons pour qu'ils aient encore leur mois, pour que cet encours soit résolu. En année 2024, il y avait aussi 2 mois qui n'avaient pas été payés. Mais je souscris à votre analyse que c'est une préoccupation et le gouvernement ne l'a jamais ignoré et les retraités savent que le gouvernement travaille avec eux. Il leur arrive de se fâcher parce que chaque fois qu'ils demandent à nous rencontrer, si nous n'avons pas une réponse à leur donner immédiatement, nous différons les rencontres et c'est normal qu'ils se fâchent. Mais toutes les fois que la situation se présente assez confortable, nous n'avons pas besoin de les rencontrer pour libérer ce à quoi ils ont droit. C'est ce qui se fait en ce moment. Monsieur le Premier ministre, je suis Aline Francet Tokabeka pour le compte de la télévision nationale congolaise. Nous vous remercions pour cette initiative et pour commencer, nous vous félicitons pour tous ces efforts que vous faites, vous et votre gouvernement, parce que nous savons que ce n'est pas facile avec les conjonctures qui se succèdent et les situations difficiles, mais malgré cela, vous tenez les coups, en tout cas félicitations. Tout à l'heure, vous avez évoqué les contraintes autour de la fourniture de l'électricité. Et ces contraintes, naturellement, sont liées également à la fourniture d'eau. Et on a vu comment les initiatives sont mises en place
pour essayer de parer au plus vite certains quartiers qui étaient privés d'eau, comme le quartier de Plateau de 15 ans où vous avez inauguré une station d'eau pratique, si ma mémoire est bonne, en fin 2023 par là. Et récemment, le ministre en charge de l'énergie avait inauguré une station de la même ampleur au niveau du quartier Combo. Alors la question qui se pose, c'est au niveau du suivi, parce qu'on a constaté qu'après l'inauguration, ces populations qui ont bénéficié de l'attention du gouvernement, finalement, ne bénéficient pas vraiment de cette denrée qui leur est réservée. Par exemple, au niveau du quartier Plateau de 15 ans, au niveau de la Patte d'Oie, là où la station existe, les quartiers autour ont été privés d'eau pendant, on va dire, autour d'une année par là, mais sans que la situation soit connue au niveau des plus hautes autorités, parce que nous côtoyons les habitants du quartier, on sait que l'eau a été inaugurée, fournie aux populations, mais ça a duré autour de 3-4 mois, et puis il n'y avait plus rien. Et là, récemment, il y a eu une reprise, mais juste très tard dans la nuit, entre 3h et 4h du matin, et ça s'arrête, et puis à une fréquence assez difficile. On s'inquiète aussi que cela se reproduise au niveau de Combo. Alors la question est de savoir si vous suivez en tout cas ce projet de fond en comble pour se rendre compte que cela bénéficie vraiment aux populations concernées. Il est possible que du côté du Plateau de 15 ans, après l'initiative prise par le président d'installer, et c'est dit dans le livre, des stations d'eau pratique, que le service était, quelque temps après, défectueux. Ça peut arriver. Je n'en ai pas la certitude, je n'en ai pas la preuve, parce que nous côtoyons tous les mêmes populations au niveau du Plateau de 15 ans. Il ne m'est pas revenu que ce soit resté 1 an. Si ça a duré 1 an, c'est donc avec des coupures momentanées. Mais on serait resté 12 mois, madame, sans que l'eau n'ait coulé. Je crois quand même qu'on en aurait eu l'alerte. Il se pourrait que je s'étais distrait et que je n'ai pas suivi, mais le ministre m'aurait fait remonter, parce qu'on devrait aussitôt interpeller les opérateurs qui ont installé ces stations pour dire que la garantie devrait être mise à contribution, parce qu'ils avaient quand même le devoir de nous assurer de la bonne distribution de l'eau pendant un bon moment. Pas que ça puisse avoir fonctionné 3-4 mois et que ce soit arrêté. Par contre, ce qui est constant et que je sais, souvenez-vous que ce n'est pas par gravitation que ça arrive l'eau, c'est par forage et c'est alimenté par un groupe électrogène pour faire fonctionner. Il est possible à la LCDE de répondre. S'il arrive que les groupes électrogènes ne sont pas alimentés, qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement justement pour faire fonctionner le mécanisme, bien entendu, on aura, parce que ça a été conçu de telle sorte qu'il y a une certaine autonomie. Lorsque c'est lancé, mais nous avons de l'eau en permanence pour que ça arrive. Si entre-temps, on a des problèmes d'alimentation du groupe électrogène, et ça peut arriver que nous ayons encore quelques semaines, le temps que les machines, que l'on en approvisionne et que l'eau arrive à destination, ça peut prendre 3 jours, 4 jours et peut-être même 1 semaine. C'est possible qu'il y ait eu des défaillances de cette nature. Mais, encore une fois, vous attirez mon attention sur un fait. Si tant est que ce que vous dites est avéré, et je ne doute pas, la LCDE et le ministère en charge de l'hydraulique nous diront et pourquoi cette information n'est pas parvenue au premier ministre chef du gouvernement. Mais je suis convaincu que oui, il peut y avoir de l'eau et que de temps en temps, il y a des défaillances. Comme dans le circuit normal de distribution d'eau. Vous prenez là un cas où il n'y avait plus d'eau depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais ailleurs, là où il y avait de l'eau, il arrive que l'eau manque, non pas du fait de la défaillance de la LCDE, mais l'eau manque à cause justement de la défaillance du système d'électricité. Lorsque il y a blackout, lorsque l'électricité n'est pas stable et continue, les équipements, les engins de la LCDE ne peuvent pas fonctionner. Et c'est ce qui fait que nous ayons de temps en temps des problèmes d'eau. Je suis Patricia Panzou de B1 Télévision, donc je viens de Kinshasa. Merci pour l'invitation. Monsieur le Premier ministre me dit de poser rapidement mes questions, je vais pouvoir les résumer. Alors la première, c'est par rapport à ce bilan, c'est l'heure du bilan. Et le président Sassou Nguesso est presque à la fin de son mandat. Il y a certainement eu beaucoup de réalisations que vous avez épinglées lors de votre discours. Mais j'aimerais savoir que peut être la grande priorité
pour le reste de son mandat? Bien, nous continuons de stabiliser notre économie et de la diversifier. C'est la grande priorité. Et deuxièmement, pour les mois qui restent, nous accélérons le travail de couverture énergétique et de rétablissement de la situation énergétique dans le pays. Avec les efforts, nous fondons tous nos efforts sur le travail qui est amorcé dans le cadre de l'accélération du service d'électricité. Voilà, avec la réhabilitation de la ligne de transport haute tension Brazzaville-Pointe-Noire et la couverture énergétique dans le pays. Nous allons travailler durement pour cela, soyez rassurés. Albert Mianzoukuta, la semaine africaine. Je me demandais, est-ce que ce livre appelle une suite? Je veux dire, c'est bien de condenser les activités qui se sont déroulées pendant l'année, mais est-ce que d'ici à la prochaine rencontre que vous nous concéderez, il y aura un endroit où nous pourrions encore évoquer une question de bilan? Et je le dis comme ça en passant, mais il y a toujours les 12 travaux en suspens. Les 12 batailles? Les 12 batailles, oui. D'accord. Donc, c'est tout. Il y a 3 points de suspension. Merci de me compléter. D'accord, merci beaucoup. Ce que le président avait souhaité, c'est d'abord rendre hommage à la quinzaine du gouvernement. La communication étant institutionnelle, le président ne voyait pas un autre cadre à travers lequel il devait faire la présentation de cet ouvrage que cette plateforme para-institutionnelle qui a été créée et qui remplit correctement son office. Voilà pourquoi il avait préféré que ce livre soit présenté d'abord à vous et il avait exclu une conférence de presse traditionnelle. Puisque c'est fait, si l'idée d'organiser un débat plus large se fait sentir, peut-être que vous direz, vous n'avez pas eu suffisamment de temps de pénétrer le livre, d'identifier les problèmes et de bien poser les questions, mais ce que nous avons voulu faire, c'est, à tout seigneur, tout honneur, répondre à l'instruction du président de la République de commencer par vous au cours de cette instance et pour nous, notre mission est accomplie. Vous l'avez, vous avez la primeur de la présentation, vous n'avez pas été surpris de savoir que c'est sur une chaîne étrangère que le Premier ministre ou le Président ou le ministre de la Communication ou un membre du gouvernement a fait la promotion du livre. C'est à vous qu'il a réservé cette primeur. C'est déjà important pour nous. Le reste, avec le ministre de la Communication, on verra si on peut trouver d'autres tribunes. Pour nous, la communication institutionnelle, après vous, je l'ai dit, ce sont les représentants du peuple. Le président avait dit rencontre au peuple. Il en a parlé aux compagnons du peuple. Il va voir les représentants du peuple, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. Il va faire le même exercice. Il va élargir cela aux autres organes constitutionnels, devant le Conseil économique et social, devant la Commission nationale des droits de l'homme, devant les conseils consultatifs nationaux, devant les conseils départementaux et municipaux. On part du principe que si on a fait ça, on a touché le peuple. Maintenant, le reste est un travail de vulgarisation. Le président et son cabinet verront de quelle manière ce travail sera vulgarisé. La mission qui a été donnée au gouvernement, c'est faire cette communication institutionnelle et c'est ce que nous avons commencé de faire. Les 12 batailles, c'est ainsi que vous avez appelé le programme d'action du gouvernement, qui n'était que la matérialisation du projet de société du président. On a dit, dans le projet de société du président, voici les grands défis. Nous les avons classés en 12 batailles. C'est le projet de société. Et le livre apporte les réponses à chacune des batailles. Une première bataille, c'était rétablir les équilibres macroéconomiques. Vrai ou faux? Dans les fameuses 12 batailles. Et vous avez la réponse. Parce que c'est le projet du président que nous avons présenté devant l'Assemblée, conformément à la Constitution. Les journalistes ont trouvé un titre. Ils ont dit, ce sont les 12 batailles. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Mais nous les avons exécutées et le président rend compte de la manière dont ces batailles ont été exécutées en lien avec son projet de société. Rétablir les équilibres macroéconomiques, vous l'avez. La première bataille, c'est la bataille de la santé, vous l'avez. La troisième bataille, puisque la deuxième, c'est rétablir les équilibres macroéconomiques. La troisième bataille, c'est la bataille de la diversification de l'économie, vous l'avez. La bataille sur l'éducation de la jeunesse, ainsi de suite, vous l'avez. Donc, quand vous aurez lu ce livre, vous vous ferez une idée
de la manière dont le président, sur la méthode qu'il avait définie, a exécuté les engagements qu'il avait pris devant le peuple et de quelle manière le gouvernement tire avantage de cette matérialisation dans le respect des engagements qu'il avait formulés devant l'Assemblée. C'est tout. Je suis Gabrielle Mabiala pour le compte de Tcheleka Média. J'ai 4 questions pour vous, Monsieur le Premier ministre. Dans cet ouvrage, vous présentez plusieurs réformes sur le plan politique, économique et social, avec un accent particulier sur l'économie, notamment la coopération avec le FMI, la mise en place du compte unique du Trésor, CUT, et du guichet unique de paiement, GUP. Quel est l'impact concret de ces réformes dans la vie quotidienne des Congolais? Pouvez-vous nous donner un exemple précis et mesurable, Monsieur le Premier ministre? La deuxième question, toujours dans cet ouvrage, vous évoquez l'ouverture de plusieurs hôpitaux à travers le pays, ce qui est bien et à saluer. Cependant, qu'en est-il de la gratuité de la césarienne et la prise en charge gratuite du paludisme chez les enfants? Au regard de vos chiffres faisant état d'une baisse de la mortalité infantile, quelles actions concrètes ont permis cette amélioration? Quel mécanisme explique cette baisse? Comment le gouvernement congolais entend-il mettre fin au désordre qui affecte aujourd'hui le football congolais, marqué par la crise persistante entre le ministère en charge des sports et la présidence de la FECOFOOT? Dans d'autres pays, le football a contribué au développement, à la création d'emplois et à l'encadrement de la jeunesse. Le gouvernement ne craint-il pas fragiliser ce sport, pourtant porteur d'espoir pour de nombreux jeunes qui souhaitent en faire une carrière professionnelle? Quelle solution concrète est envisagée pour sortir de cette crise? La dernière question, Monsieur le Premier ministre. À vous entendre parler, Monsieur le Premier ministre, tout va bien au Congo. Alors que nous assistons à des grèves à répétition, la morgue du CHU est en grève, les Congolais manquent d'eau et en électricité en abondance. Que répondez-vous à toutes ces manifestations? Est-ce que le bilan est toujours positif, Monsieur le Premier ministre? Les grèves à répétition, c'est la nature des relations sociales dans tous les États. Les travailleurs se battent chaque jour pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est un droit qui leur est reconnu. Toutes les fois qu'ils constatent que leurs conditions de vie ne sont pas améliorées, ils s'expriment par le moyen de la grève. Vous l'avez dans tous les pays. La question que vous pouvez vous poser, en effet, elle est du fait de quoi? Des salaires, oui. Et de manque de dialogue? Non. Parce qu'il y a 2 raisons. Les grèves que vous avez, ce n'est pas dans l'amélioration de la condition de travail ou de l'outil de travail. Vous n'avez pas encore entendu qu'il y a eu grève dans telle structure parce que les travailleurs estiment que leurs conditions de travail sont médiocres, que leur statut n'est pas valorisé, que leurs revendications ne sont pas prises en compte sur l'outil de production. Les grèves que nous avons portent sur le salaire. Et la raison, nous vous l'avons évoquée. Depuis 2014-2015, le Congo traversait une situation très difficile, avec un endettement lourd. On aurait pu faire comme par l'époque et on pensait qu'on avait un pacte social de fait qui devrait amener les forces syndicales et le gouvernement de privilégier toujours le dialogue, de faire preuve de patience jusqu'à ce que nous puissions sortir de cette impasse. Il arrive que ça marche. Il arrive que les partenaires sociaux se sentent désabusés et rompent cette entente tacite, ce pacte tacite, recourent tout de suite à la grève parce que pensant s'en servir comme moyen d'intimidation. Ça ne marche pas comme moyen d'intimidation. Pourquoi? Parce que le problème qui fait déclencher la grève n'est pas du fait de la mauvaise volonté des autorités. C'est du fait d'une difficulté que le gouvernement arrive à surmonter, mais difficilement. Ça fait que lorsque, par exemple, les amis de l'université ou du CHU disent que nous attendons notre salaire et si rien n'est fait, si on n'a pas les 2 mois, nous allons en grève. Ils déclenchent la grève et moins de 2 semaines après, un salaire est payé. Ils ont du mal après à mettre un terme à la grève parce que le gouvernement, en fonction de ses ressources, remplit ses obligations. Mais si on a déjà engagé la grève, on se dit,
mais 1 mois, ce n'est pas suffisant. Si on avait compris les députés du gouvernement qui auraient dit « ne vous en faites pas », dans 1 semaine, dans 2 semaines, 1 mois sera payé. Le gouvernement l'a dit, il suffit qu'il y ait un glissement de quelques jours, la grève est lancée. Et 2 jours après le lancement de la grève, le salaire est payé. On se retrouve en difficulté, on ne sait plus par quoi commencer. Et les travailleurs vont dire, bon, mais d'accord, nous avons reçu, mais comme c'était 2 mois, si vous ne nous payez pas le deuxième, les 2 autres mois, nous ne pouvons plus. Le gouvernement est obligé d'attendre, il est impuissant. Je ne les ai pas pour le moment, mais j'attends. Quand j'aurai les 2 mois, vous payez. Mais le risque, c'est le citoyen, c'est l'étudiant, c'est l'agent de santé. C'est pour cette raison que nous continuons à implorer nos partenaires sociaux que lorsqu'on a compris la situation réelle du pays et lorsqu'on a testé la volonté du gouvernement à résoudre ces problèmes au fur et à mesure, nous avons intérêt à nous entendre et à nous faire confiance pour que nous ne soyons plus obligés d'avoir tout le temps des interruptions des relations de travail, des suspensions des relations de travail. Et c'est le travail qui se fait. Le dialogue est lent, mais on espère qu'on comprendra. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour la suite aussi, pour la suite des temps. Voilà. Donc le gouvernement n'est pas insensible. La situation, c'est celle-là. Et nous nous efforçons tant bien que mal. Toutes les fois, je vous ai dit tout à l'heure, que 2024, 2022, ça a été payé. Vous parlez de l'université. Vous dites rien ne marche. Mais savez-vous que lorsqu'on a relevé le point d'indice des agents de l'État en 2013, il était question de relever aussi le point d'indice des agents de l'université. Et la situation de 2014 n'avait pas permis de le faire. On est resté comme ça jusqu'en 2021-2022. Et en 2022, on a quand même relevé le point d'indice des agents de l'université. Je peux vous dire que ce n'est pas rien. C'est un grand effort social qui a été fait. Mais là, on vous dit, rien ne marche. Savez-vous que pour le bon fonctionnement de l'université, dans ce contexte de crise, l'État avait pris l'option d'augmenter le budget de l'université pour le bon fonctionnement de l'université. Mais on vous dit, rien ne marche. Que voulez-vous qu'on dise face à cela? Les hôpitaux généraux, c'est pareil. Il y a des arriérés, oui, des longs mois, mais c'est le même contrat moral qui a été conclu avec nos acteurs des services médicaux. Concentrons-nous sur les mois actuels, les établissements à budget de transfert. Et quand les ressources sont mises à la disposition des établissements à budget de transfert, les charges sont peut-être importantes et il arrive qu'on tarde à payer les mois. C'est autour de ça que ça tourne, madame. Et nous faisons l'effort pour qu'une entente, une vraie compréhension soit obtenue pour que nous ne soyons plus obligés de recourir systématiquement à la grève. Parce qu'on déclenche la grève lorsque le partenaire n'est plus de bonne foi, lorsqu'il ne fait aucun effort d'apporter des solutions. Or, vous voyez quand même que si ça peut rater, si ça peut glisser 2 mois, dès le 3e mois, on paye. Et on retarde non pas par caprice, mais par réalité conjoncturelle. Madame, je crois qu'on doit arrêter ici de personnaliser le débat sur le sport. Dire entre la FECOFOOT et le ministre des Sports, vous subjectivez le débat et vous ne pouvez pas être sûr d'apporter la solution. Si un partenaire pour la FECOFOOT, c'est le gouvernement. Le ministre des Sports n'agit pas seul. Il agit au nom du gouvernement. Et jamais le gouvernement ne s'est ingéré dans les affaires du sport. Les fédérations travaillent en toute liberté, en toute autonomie. Le gouvernement régule. Le gouvernement contrôle, le gouvernement veille. Parce que quand ça ne marche pas, quand il y a des déboires, on attaque difficilement la fédération. On attaque le gouvernement. Ce pays où rien ne marche, le Premier ministre est jugé sur la base des résultats du sport. On partira d'ici, vous direz, oui, vraiment. On n'a même pas pu avoir une participation. Mais c'est le Premier ministre qui va être jugé. C'est le gouvernement qui va être jugé. Donc, concédez-nous de temps en temps le droit de regarder. Qu'en est-il exactement? Pourquoi c'est comme ça?
Et chaque fois que le gouvernement cherche à regarder, on lui oppose non-ingérence. Oui, mais d'accord, mais c'est quand même nous qui répondons devant le peuple en question. Ce sport, les infrastructures, c'est quand même nous qui les avons construites. Et c'est nous qui devons y veiller. Lorsque on ne peut plus organiser une compétition internationale ici à Brazzaville, parce que, semble-t-il, la pelouse n'est pas homologuée, et ainsi de suite, qui regarde-t-on? C'est le gouvernement. Comment pensez-vous que quelqu'un, il est souvent interpellé, il doit sortir des fonds, et il ne peut pas se poser ne serait-ce que la question, pourquoi ici ça ne marche pas? Dès qu'il pose la question, on dit même plus le gouvernement s'ingère, l'État s'ingère, on dit un tel veut s'ingérer, mais vous faussez. Je voudrais simplement nous pousser à dépasser l'analyse émotionnelle. On a un vrai problème, oui. On a les fédérations qui ont des difficultés. L'État a sa part de responsabilité, je n'en disconviens pas, parce que sans doute, on aurait aimé, et en 2013, 2012, 2013, le président l'avait fait, avait pensé mettre des ressources à la disposition des clubs. On a fait un moment et ça s'est arrêté. C'est possible que les clubs aient des difficultés. Mais en période de crise, s'il y a une ressource de quelque nature que ce soit, dans l'intérêt de notre football, pourquoi ne devons-nous pas mutualiser les efforts pour qu'on fasse avancer le sport? On ne peut pas se permettre de dire ça c'est ma ressource, vous dites ce que vous voulez, moi non, je ne vous rends pas compte de ça, on ne vous demande même pas de nous la donner, ce n'est pas nous qui gérons. Mais ce que cette ressource peut permettre de régler telle situation, vous pouvez y penser. Encore que là même, toujours pas le problème. Nous avons tendance à oublier que le problème de la FECOFOOT est parti des clubs. Ça n'a rien à voir avec le ministère, ça n'avait rien à voir avec le gouvernement. C'est un problème qui est parti des clubs. De bonne foi, de mauvaise foi, c'est au sein des clubs que le problème est parti. Et puis bon, ça se complexifie. Il y a eu des problèmes de dénouement, ça s'est complexifié. Mais, sanction de la FIFA, les clubs ont trouvé leur solution. La commission ad hoc dissoute, la FECOFOOT rétablie dans ses droits. Le gouvernement, à ce niveau, si tant qu'il fallait accompagner le processus, accompagner le processus. Mais le problème émane encore des sportifs eux-mêmes. La qualité des compétitions, la qualité des championnats. Que devons-nous faire face à cela? Quelle est la responsabilité du gouvernement? On vous demande simplement, oui, nous avons des infrastructures, mais si nous devons continuer de les dégrader sans qu'on soit sûr que nous avons une vraie solution, une vraie cohésion au niveau des fédérations pour nous offrir un sport de qualité, comment? On en est là, c'est le dialogue qu'il y a. Vous l'avez dans le livre, la situation de la santé. Comment nous sommes parvenus à réduire, oui, vous avez raison de parler du taux de mortalité. En 2021, on pouvait avoir 445 décès sur 10 000 naissances, mortalité infantile, ou à l'accouchement néonatal. Oui, c'est toujours encore beaucoup, mais nous sommes descendus jusqu'à 300 en 2024. C'est un effort qui a été fait. Première chose, la campagne élargie de vaccination, la couverture vaccinale, le suivi des femmes enceintes, les programmes prénataux et néonataux. C'est tout ça qui contribue à l'amélioration de la qualité de vie de la mère et de l'enfant. Et nous y travaillons, nous le faisons. Et ça, ce n'est même pas nous qui le disons. Vous pouvez retrouver ça dans tous les rapports. Le travail qui est fait pour lutter contre le paludisme, la santé publique qui est prise en main, c'est tout ça qui nous permet d'afficher aujourd'hui des tendances relativement positives. Nous ne disons pas que tout est parfait. Je ne vous ai pas dit que tout est parfait. Qu'a dit le président de la République? Longue est la marche, mais certaine est la destination. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le Congo avance. S'il avance, c'est que la marche est encore. C'est qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Personne ne vous a dit qu'au Congo, tout va bien. Et dans quel pays tout irait bien, tout serait bien? On vous a dit, voici la situation que nous avons traversée ces 4 dernières années. Voilà ce que nous avons pu faire. Et avec ce que nous avons pu faire, nous pouvons dire oui, nous avons fait preuve de résilience.
et nous avons pu avancer. Bien sûr qu'il y a d'autres défis à relever. Et le président s'était déjà exprimé sur cette question de la césarienne. Si nous-mêmes, c'est peut-être le grand chantier qui nous reste, poursuivre la lutte contre les antivaleurs. Si nous-mêmes n'avons même pas du respect, de la compassion pour notre compatriote, si une sage-femme, une infirmière peut laisser une parturiente en train de gémir, de mourir au motif qu'on ne lui a pas donné quelque chose, que ferait le ministre de la Santé de là où il est? Si tant est que la dénonciation n'est pas faite, on n'est pas en mesure de savoir quel a été le comportement de quelle sage-femme, quel compatriote, à quel moment. C'est le lavage de cerveau que nous devons nous imposer, nous tous, à tous les niveaux. Je voudrais, à ce stade, remercier tous les amis de la presse, je les ai appelés les compagnons du peuple, pour leur disponibilité et pour l'intérêt qu'ils ont accordé à cet ouvrage du président de la République. Parcourez-le, vous aurez davantage d'informations. Vous comprendrez les efforts qui ont été fournis. Je l'ai dit tout à l'heure, et quelqu'un a parlé des fruits de la croissance. Dans cette affaire des fruits de la croissance. Et le livre parle aux jeunes. On a parlé ici de l'université. Les jeunes peuvent savoir que s'agissant des jeunes de l'université, que l'engagement que nous avons pris depuis 2024 d'accorder la bourse aux étudiants qui ont fait l'objet de l'enrôlement biométrique est tenu. Les jeunes peuvent savoir que l'engagement que nous avons pris de les accompagner dans les incubateurs, dans les start-up, dans la petite et moyenne entreprise est tenu. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur et celles en charge de l'emploi, et plutôt des petites et moyennes entreprises, et bien entendu le ministre en charge de l'emploi, travaillent en synergie. Et c'est dit dans ce livre. Vous allez le découvrir, pour que, effectivement, on donne à notre jeunesse les vraies raisons d'espérer, au travers de tous les instruments qui ont été mis en place, et le président en dit mieux dans ce livre. Oui, nous avons été interpellés sur le fonctionnement de l'État, sur la santé. Quelqu'un a parlé du CHU. Je peux vous dire que là aussi, le président le dit, les engagements pour rééquiper le CHU, en même temps que se construisent les autres hôpitaux modernes, au plateau technique performant, avec des unités qu'on n'avait pas hier, de dialyse, d'alimentation en oxygène, qu'on n'avait nulle part. Oui, ça se fait. Aujourd'hui, on peut avoir une radio conventionnelle au CHU, on peut refaire l'IRM, le scanner, ce qui n'était pas évident hier. C'est pour dire, madame, que nous avançons. On avance lentement, mais sûrement. Et l'engagement que le président avait pris devant son peuple est en train d'être tenu. Nous pouvons continuer à lui faire confiance, comme nous vous faisons confiance dans le travail de plaidoyer que vous allez faire pour faire valoir et promouvoir ces idées que le président a mis à la disposition de son peuple. Merci, mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je crois que l'exercice va se clore après cette série de questions de Madame Mabiala. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et vous tous, mes chers collègues, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, les membres du cabinet du Président de la République et du Premier ministre, évidemment nos amis professionnels de la presse, Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions pour avoir honoré la quinzaine du gouvernement de non seulement votre présence, mais de la pertinence et du caractère réussi de l'exercice. Quel était l'exercice? C'était, au nom du Président de la République, une présentation, c'est la première étape, vous l'avez indiqué, de l'ouvrage intitulé « En toute transparence ». Cet ouvrage qui, dans le cadre des engagements de rendre compte au peuple, cet ouvrage qui
matérialise la volonté du président de la République de tout dire et de ne rien cacher à notre peuple. Le président de la République, à travers cet ouvrage, qui lui-même suit dans sa publication son message sur l'état de la nation du 28 novembre, que vous avez évoqué, Monsieur le Premier ministre, le président de la République prouve qu'il n'a pas peur du débat, que lui-même ainsi que ses ministres se jetteront dans la bataille de l'opinion pour retirer les aspérités et les émotions et ne retenir du bilan que le grand œuvre dont j'ai parlé tout à l'heure. Mesdames et messieurs les journalistes, je me permets, au nom du Premier ministre et du gouvernement, maintenant que vous avez reçu cet ouvrage, je vous invite à le lire, je vous invite à le partager aux Congolaises et aux Congolais à travers vos médias respectifs. Voilà, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la fin de notre quinzaine exceptionnelle de cette fin d'année 2025 et je vous remercie pour votre participation extrêmement brillante.